Bonjour et bienvenue à tous sur notre podcast Go for a Break, le podcast qui prend le temps de s'arrêter pour discuter des valeurs et de marques qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Serge de Comme un Camion. Salut Serge. Salut Kevin. Alors, je pense que certains te connaissent puisqu'on a fait plusieurs partenariats avec Comme un Camion, mais est-ce que tu peux te présenter toi, ton parcours et puis Comme un Camion dans sa globalité ? Ok, je m'appelle donc Serge Massignan, je travaille dans le web depuis 20 ans. J'ai créé Comme un Camion en 2004, qui était un projet parallèle. Donc, je travaillais sur ça le soir et le week-end pendant quelques années. Enfin, pas tant que ça en fait, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, donc ça a commencé avec 2 lecteurs et puis c'est vrai que ça a grossi assez vite. Et en 2007, il y avait plus de 100 000 lecteurs et donc c'est là que j'ai commencé à imaginer que ce soit mon métier. Ce qui n'était pas du tout le projet d'origine. Le projet d'origine, moi je travaillais dans le web, et créer ce site, c'était vraiment mettre les doigts dans le cambouis et essayer de comprendre comment fonctionnait un site au niveau de l'HTML, du CSS, de l'intégration, du référencement. Voilà, c'était vraiment mon petit laboratoire, mais il y a eu un sujet et une ligne éditoriale qui a plu, qui a fait que c'est devenu un véritable projet professionnel par la suite. Et comment t'expliques du coup que c'est passé d'un plaisir, alors j'imagine une passion, t'étais sûrement passionné par la mode masculine. J'étais passionné par le web. Par le web surtout, donc ça aurait pu être sur n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être sur un autre sujet, ouais. C'était vraiment ma passion de départ, c'est le web. C'est sur la fin de mes études, j'avais fait pas mal de choses et je me suis dit, bon, moi il y a un truc qui m'intéresse, je veux voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe vraiment derrière un écran. Et donc le site me permettait d'aller encore plus loin. Et il me fallait un sujet, et c'est là où j'ai réfléchi en termes d'intérêt et d'opportunité. Et c'est vrai que je rentrais dans ce qui est aujourd'hui notre cœur de cible, dans cet âge où tu commences à chercher du boulot, tu as des rendez-vous, tu t'habilles quand même un peu différemment. Alors aussi bien parce que tu as un entretien, parce que tu vas te bosser, parce que tu as rendez-vous avec une fille, et que tu te poses des questions que tu ne te posais pas quand tu étais étudiant. Genre j'y vais comment ? Quand tu es étudiant, tu vas comme tu es habillé tous les jours. Quand tu as 25 ans, tu te dis, bon, je sais pas, je vais peut-être mettre une chemise, un blazer. Et donc, je me dis, je vais créer un média qui répond aux questions que je me posais, parce que je ne trouvais pas ces réponses. Je ne les trouvais pas sur le web, parce qu'il n'y avait aucun média. Oui. Voilà, il n'y a vraiment rien qui parle de mode masculine. Et dans la presse, c'est un positionnement assez haut de gamme, quand même, qui moi, à 25 ans, ne m'intéressait pas. Je ne recherchais pas un costume à 1000 euros, quoi. Donc c'était vraiment ça, la motivation, c'est de créer un média qui me correspond et qui était hyper participatif, parce que j'apporte beaucoup de connaissances là-dessus. Et donc c'était vraiment basé sur une discussion. Le blog était presque un forum au début. C'était pas un Skyblog non plus. C'était pas un Skyblog non plus, parce que justement, je voulais comprendre comment ça fonctionne. Donc il était sous une techno qui s'appelait DotClear, qui était un CMS, qui était un CMS qui n'existe plus. Après, je suis passé sur WordPress, mais il y a vraiment eu cette démarche de j'installe mon site, je réserve un nom de domaine, je le transfère sur FTP, je le personnalise moi-même. Donc je mets beaucoup plus les doigts dans le cambouis qu'en montant un Skyblog. Et c'est ça qui m'apprenait, moi, pour mon vrai boulot de l'époque. C'est vrai que ça m'apprenait plein de choses de faire ça. Ouais, du coup, tu étais dans le concret et au final, comment tu as réussi à passer d'un projet passion web où je mets les mains dans le cambouis à en faire ton entreprise où aujourd'hui vous êtes une équipe de 10 personnes sur Rennes ? Comment ? Ça s'est fait progressivement. Alors, il faut bien comprendre que les 3 premières années, ce n'est pas l'objectif. C'est vrai que ça paraît étonnant aujourd'hui. Quand on parle de blog, de médias, d'influence, on sait que c'est quelque chose de professionnalisant. C'était pas le cas du tout à l'époque. Comme je disais, moi je l'ai créé en pyjama et pendant 3 ans ça n'intéressait personne. Ouais. C'est qu'en 2007 où le phénomène blog naît et on commence à nous inviter à des événements. Des marques commencent à nous solliciter, c'était un peu la surprise. C'était pas le projet. Et c'est venu comme ça, sans que tu mettes forcément de moyens supplémentaires pour ça. Non, la seule chose, c'est la visibilité. La visibilité qu'il y a eu sur Comme un Camion, parce que c'était le premier blog. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est ce qu'on me racontait après. Le nom s'est rigolé. On commençait à parler de blog. Les agences recherchaient des supports. Et le nom Comme un Camion était cité hyper vite parce que c'était un des tout premiers. Donc lorsqu'on a commencé à s'intéresser, oui, c'est sûr que j'étais un peu en première ligne en plus avec un blog qui avait déjà une audience importante, où il y avait déjà 100 000 personnes, alors que la plupart se lançaient à peine en 2007. Donc tu avais un cran d'avance, ces 3 années, ça t'a mis un temps d'avance qui fait que du coup tu avais plus de légitimité et de notoriété que les autres qui se lançaient, quoi. Ah ouais, clairement, ouais.
Ça m'a permis d'envisager pour le coup de professionnaliser, parce que quand il y a 100 000 lecteurs, c'est sûr, il commence à y avoir un début de monétisation. Puis quand on arrive à un début de monétisation en bossant que le soir et le week-end, enfin que le soir, c'est énorme, hein, parce qu'il faut imaginer que je faisais des journées normales et je faisais une deuxième journée le soir et le week-end. Et moi, il y avait pas de série, il y avait peu de sorties. C'est une vie à part, hein, d'ailleurs. J'ai connu ça au moment de créer Ngo, où j'avais encore mon boulot avant. Donc moi, avant, je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable, donc tu vois, rien à voir. Et j'ai connu ça aussi, où du coup, tu développes ton projet le soir et le week-end, et donc ta vie, c'est que le boulot, un petit peu, quoi. Ouais, tu sais ça va un temps, mais pas longtemps. C'est que tu as des discussions avec les collègues à midi. Ouais, t'en es où, saison 2, saison 3, et toi, t'es là. Je sais absolument pas de quoi vous parlez, quoi. Mais bon, en tout cas, un jour effectivement, ça paye. C'est que le jour où je me suis dit, si j'arrive à commencer à générer un revenu en bossant que le soir et le week-end, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas toute la journée. Puis surtout, c'est la passion. C'est qu'à un moment, ça prend le dessus. Ça prend le dessus, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais avant. Je travaillais en agence web, ça se passait super bien. J'étais vraiment content de ce que je faisais. Mais c'est ton truc. Donc, au moment, la passion prend le dessus et tu dis, mais j'ai l'opportunité que cette passion, ce soit mon quotidien. Et là, tu t'y mets à fond, et forcément, quand on s'y met à fond, généralement, en entrepreneuriat, les choses vont beaucoup plus vite. Ouais. C'était donc petit aparté comme un camion qui vient de beau comme un camion. Ouais, c'est clairement, c'est l'inspiration. La recherche du nom, il fallait. Alors, ça parlait de mode masculine, mais je voulais pas qu'il y ait forcément mode ou masculin dans le nom. Je cherchais un nom décalé. Je cherchais un nom qui soit populaire, soit l'expression du positionnement, parce que le positionnement de Comme un camion, c'est quand même un positionnement assez populaire. On s'adresse à un public assez large, aussi bien en termes d'âge que de style. Donc je trouvais que ça représentait bien ce positionnement. Et puis c'est important que un nom qui se retienne. C'est vrai que là, quand il a commencé à y avoir des événements, souvent je donnais le nom, les gens rigolaient. Je fais, tu vois, demain tu t'en rappelleras, parce que ça t'a fait rigoler. Et clairement, et ça fonctionne bien. Là, aujourd'hui, tu es toujours tout seul au Capital. Oui, c'est un grand mot, le Capital. C'est un Capital relativement modeste, parce que c'est vrai que c'est un média qui va demander beaucoup moins de moyens qu'une marque. Mais effectivement, tout seul au Capital. Et donc, du coup, tu rentres en concurrence avec des grands médias qui, des fois, sont détenus par des grands groupes. Donc, forcément, pas avec les mêmes moyens. Pourtant, vous êtes le premier blog de mode masculine. Comment est-ce que tu arrives à drainer autant de trafic? Alors j'ai quelques chiffres, à peu près 500-600 000 lecteurs par mois, 850 000 visites par mois et 2 millions de pages vues par mois. Comment on arrive à drainer autant de trafic sur un site avec si peu de moyens, et surtout comparé à tous les grands médias qu'il y a à côté et qui n'ont pas les mêmes budgets? Déjà, c'est vrai que d'avoir été le premier en 2004, c'est un avantage quand même concurrentiel relativement important, avec l'ancienneté du nom de domaine, avec tout l'historique des articles qui existent. Après, lorsqu'il y a vraiment d'autres médias qui sont arrivés, un peu plus tardivement, c'est sûr qu'on ne jouait pas dans la même cour, hein, il y a des médias avec des gros moyens, dépendants de groupes, où eux avaient la capacité de produire beaucoup plus de contenu, beaucoup plus varié. Et là où Comme un camion était un peu un blog masculin, un peu généraliste, lorsque d'autres médias sont arrivés, je me suis recentré encore plus sur la mode, en me disant voilà, on va au moins être fort sur cette thématique. Ouais. Voilà, je peux pas dire c'est le principal média masculin, ça serait pas possible. On n'aurait pas eu, surtout en 2007, j'étais encore tout seul, donc j'avais pas la capacité de traiter de tous les sujets et de faire 30-40 articles par jour. C'est un point important, c'est vrai que la plupart des médias produisent quand même beaucoup de contenu, et ma stratégie, ça a été me recentrer encore plus sur la mode et faire moins de sujets, parce que de toute façon je ne pouvais pas en faire 40, c'est assez pragmatique, et par contre en faire des longs. C'est-à-dire que, et ça un peu toute l'histoire, c'est-à-dire même aujourd'hui où on est plusieurs, c'est pas pour autant qu'on en fait 40. Ouais. Voilà, tu prônes plutôt la qualité que la quantité. Exactement, et ça c'est important, c'est ça qui nous a permis de construire vraiment une audience, c'est tous ces contenus qu'on a installés dans le temps, qui sont des sujets qui sont vus le jour J, qui sont vus dans une semaine, dans un mois, dans un an, et qu'on installe vraiment. Aujourd'hui, on a une grosse partie de notre trafic qui dépend du sujet qu'on a déjà écrit et qui se continue à être vu. Donc il y a vraiment cette réflexion
de savoir ce que les lecteurs, enfin les futurs lecteurs vont avoir envie d'avoir comme contenu et de proposer ce contenu qui est vraiment sur du long terme. C'est vrai que quand on fait 30-40 articles par jour, on fait beaucoup de news, on fait beaucoup d'éphémères. Nous, on se concentre quand même sur des sujets qui ont une longue durée de vie. Vous avez une partie test de produit. Nous, on l'a fait, Kengo, il y a plusieurs années. Au début, on avait envoyé notre produit qui avait été testé par l'un de votre équipe. Et derrière, il y a eu un test qui permet d'aller plus loin que juste parler de la marque et finalement qui est des fois aussi notre verbatim. Là, c'était votre test, votre verbatim. On parlait un peu plus de produits. Ça, c'est des choses qui marchent très bien, je crois, chez Comme un Camion. Ça a été un des premiers formats. Alors, le premier format, c'est vrai que si on peut revenir à l'origine, c'était des coups de cœur. Alors, c'était des coups de cœur, c'est-à-dire c'était vraiment j'ai repéré tel produit et voilà, je le trouve sympa. Ça se limitait à ça pour deux raisons, c'est que déjà j'avais pas beaucoup de temps, je faisais ça que le soir et en plus il y avait très peu de sites. Vous imaginez qu'il y avait très peu, la plupart des sites e-commerce qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas, il y avait peu d'e-shop, donc c'était limité. Et après, quand on a commencé à avoir un peu plus de temps, je trouve que le test, ça répond quand même concrètement à ce qu'on vient chercher. On vient chercher un avis externe, on vient chercher un avis sur la taille, quelque chose d'hyper important, de dire voilà, moi je fais telle morphologie, j'ai pris, ou habituellement je fais telle taille de chaussure, eh bien c'est la taille que j'ai prise. Une recommandation en termes de style, ça c'est vrai qu'on l'a amélioré au fur et à mesure. Aujourd'hui, alors mes premiers tests, j'aurais mis la paire de baskets là sur le parquet, j'aurais pris en photo, voilà, mais j'aurais pris plein de photos, ça aurait été quand même une belle fiche produit, dans le sens qu'il y aurait quand même eu un maximum d'infos. Et aujourd'hui, il y a une proposition stylistique sur chaque. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que le lecteur masculin, généralement, peut avoir un coup de cœur sur un produit, mais la question de la taille est hyper importante. Mais ce qui vient après, c'est mais avec quoi je le porte. Voilà. Donc c'est vrai que d'avoir une silhouette, ça permet de se projeter et de se dire ah ouais, ça fonctionne bien comme ça. Et c'est vrai que souvent c'est comme ça qu'on les améliore au fur et à mesure. Là, depuis quelques mois, on demande à Pierrot, qui s'occupe du styliste, de rajouter son avis et de décrire pourquoi il a fait ce choix et même de le décliner, de se dire voilà, c'est cette paire de chaussures. Moi, j'ai fait le choix de la présenter comme ça, mais on pourrait la porter comme ça. Donc ça, c'est hyper important, cette dimension de recommandation sur la taille, sur le style. Et ça, tu t'es accompagné de salariés stylistes qui s'y connaissaient là-dedans, parce que toi, comme tu disais, ton métier, c'est le web, c'était pas forcément le côté personnel shopper, mode. Ouais. Donc ça, c'est vraiment en t'aidant de personnes autour de toi, des salariés qui ont fait que... Ils sont arrivés après. Après, c'est comme tout. À force de discuter avec des passionnés, on devient soi-même passionné. Ouais. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue, pour le coup, en me professionnalisant dès 2007, c'est que j'ai pu passer du temps, pas mal de temps. Ouais. Donc c'est vrai qu'à partir de 2007, moi j'allais voir des gens, je leur disais bon, explique-moi, tiens, pourquoi ta paire de chaussures elle vaut 300 €. Ouais. Tu vois, c'est pas le même cuir, on fait les choses comme ça. J'ai passé énormément de temps à aller voir des gens pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils faisaient. Et puis dès 2007, j'étais sur des salons, je rencontrais des créateurs autour d'un café. Ça, c'est une super aventure d'ailleurs. Je parle de café, j'ai rencontré plein de créateurs à des terrasses de café qui m'ont présenté des protos et j'ai vu les mains grossir. Et forcément, à travers cette discussion, on apprend énormément. Ouais. On parle de la conception, on parle de la production, on parle des points clés qui font qu'une chaussure est une chaussure de qualité. Avant ça, moi j'ai appris énormément parce que j'ai rencontré plein de monde et j'arrivais en me posant des questions. Voilà. Je connaissais rien, donc j'avais tout à apprendre. Et c'est comme ça que tu te crées une passion en plus. Si je fais parallèle avec Kengo, c'est avec Ronan, on aimait bien la basket, mais on n'y connaissait rien. Et c'est pareil, c'est en parlant avec d'autres acteurs, d'autres marques, qu'on a appris à connaître un peu plus en détail le côté technique de la basket, les matières, les différents styles. Et après, en fait, tu deviens... pas expert, mais en tout cas, c'est un sujet qui... Enfin, moi, perso, par exemple, je regarde toujours les pieds des gens dans la rue, tout le temps. C'est devenu un réflexe du fait de mon activité, alors que c'était pas le cas avant, quoi. C'est sûr, on apprend des autres. Donc, j'ai discuté avec plein de monde dans le milieu de la chaussure, de la chemise, du costume, des accessoires. Donc, pendant des années, et je continue, évidemment. Je continue, évidemment, à discuter avec plein de gens. Aussi bien sur la conception du produit que sur l'évolution du marché, voilà, hyper important. Là, c'est vrai qu'après une période
ont eu moins d'échanges, je suis super content de continuer à échanger avec les gens et d'avoir leur ressenti sur l'évolution du marché. Et justement, sur cette évolution du marché, comment toi tu vois les choses, à la fois sur l'évolution des médias ces dernières années, avec comment la communication prend beaucoup de place dans un peu tout, et aussi l'évolution de la mode masculine qui a pas mal évolué. Comment est-ce que toi tu as vu tout ça depuis 2007 ? L'évolution des médias, alors c'est que nous on a été blogueurs dans un milieu de journalistes. C'est que moi j'ai connu cette époque où on était vraiment un média nouveau par rapport à ce milieu-là. Et puis depuis quelques années, il y a l'influence qui est multiple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui ne sont que sur Instagram, que sur YouTube, que sur TikTok. Et nous aujourd'hui, en tant que média, c'est un média global. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un blog. Aujourd'hui, pendant assez longtemps, on crée du contenu pour le blog qu'on diffusait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une logique de création de contenu qui est à 360, où on crée effectivement du contenu pour le blog, mais aussi spécifiquement pour Instagram, spécifiquement pour YouTube. Donc vous êtes passé un peu influenceur. Vous êtes blogueur influenceur. Voilà, on est passé, on est entre les deux. Ouais. On est entre les deux, dans le sens qu'on a gardé quand même cette logique d'articles de fond. C'est vrai, il y a encore beaucoup, on a parlé de tests, mais il y a beaucoup d'articles conseils, des gros sujets conseils, ou comment je vais m'habiller pour aller au travail à vélo. Problématique très, très concrète, comment je vais m'habiller pour le travail tout court, comment je vais m'habiller parce que je suis grand. Donc on a beaucoup d'articles de fond, donc ça on reste quand même un média de contenu de fond à ce niveau-là. Et puis en opposition, on va faire des reels de 15 secondes, hyper rythmés sur Instagram, où on ne raconte pas du tout la même histoire. Mais qui accroche aussi à un autre public, une autre cible, et qui apporte une diversité dans le contenu. Et quand il y a une grosse diversité de médias, et sur la mode masculine, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup plus parler de mode masculine ces dernières années qu'on va dire il y a 20 ans, où peut-être que la question se posait moins, j'ai l'impression. On en parle plus parce que les acteurs sont multipliés. Je pense que le digital a favorisé l'accès aussi bien en tant que média qu'en tant que porteur de projet. En tant que média, je suis illustration, j'ai créé un blog en pyjama chez moi le soir et j'ai fait grossir ce projet-là, alors qu'à une époque, pour lancer un magazine, ça aurait été une toute autre histoire. Alors, il fallait trouver les associés, aller voir les banquiers, trouver des fonds. On lance pas le capital nécessaire pour lancer le projet n'était pas du tout le même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, lancer un compte TikTok ou YouTube, ça ne demande pas du tout le même investissement qu'il y a 20 ans pour lancer un magazine. Et pour les marques, c'est exactement la même chose. C'est pas du tout le même investissement. Le digital a facilité quand même la possibilité de lancer une marque. Tous les systèmes de crowdfunding encore plus. Parce que c'est-à-dire qu'on arrive avec un capital quand même assez réduit. C'est-à-dire j'ai développé un proto, j'ai fait quelques photos, quelques vidéos. Je vous présente mon projet et si vous adhérez, si vous m'aidez à le financer, eh bien je lancerai une production grâce à l'argent que j'ai obtenu. Ça change aussi considérablement. Donc ça a démultiplié le nombre d'acteurs, c'est clair, aussi bien en tant qu'en termes de médias que de marques. Il y a beaucoup plus d'acteurs, donc il y a une émulation beaucoup plus importante. Le nombre de marques qui se créent tous les mois, c'est impressionnant. Et comme tu dis, grâce aux campagnes de crowdfunding, ça aide énormément. Avancer l'argent pour une production, c'est quand même générateur de beaucoup de trésorerie. Et le crowdfunding permet de ne pas avancer cette trésorerie, de se passer même dans un premier temps en tout cas, des banques ou autres. Potentiellement, on peut lancer une marque avec 10 000 euros. Il faut quand même un petit peu d'argent, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir mis de côté soi-même et on peut lancer avec 10 000 euros. Alors qu'il y a 20 ans, c'est sûr que c'était impossible. Bon, après ça devient une marque et avec une problématique d'entreprise et une réalité qui est à l'horizon de 2-3 ans qui fait que oui, ça reste difficile au-delà de cette étape, mais en tout cas, la possibilité de lancement est beaucoup plus simplifiée. Et qui parfois, je trouve d'ailleurs, quand on lance une marque aujourd'hui, c'est entre guillemets facile. En tout cas, c'est plus facile qu'il y a quelques années de lancer une marque. Effectivement, on peut la lancer avec 10 000 euros. Mais quand j'échange avec des marques récentes, alors je dis récent, nous on a un peu plus de 4 ans, donc on reste une marque récente, mais souvent, justement, ils pensent qu'ils vont réussir à rester sur l'autofinancement tout le temps.
et on se rend compte qu'après on est vite rattrapé par les logiques financières, ou quand on veut grandir, certaines marques vont faire des levées de fonds, ou vont se faire accompagner, comme nous c'est le cas, par Réseau Entreprendre, des banques, la BPI, etc. Et c'est dur aujourd'hui de rester sur un système de crowdfunding avec de l'autofinancement avec des marques. Toi, tu as des cas comme ça où tu abordes ces sujets des fois avec les marques ou pas forcément Sur le financement, oui. Bah, en fait, on me disait, on a connu des marques, en fait, des présentations de marques, des marques qui viennent à nous pour nous présenter un projet. C'est quasiment quotidien. Ouais. Surtout que le crowdfunding, c'est quasiment tous les jours. Et c'est une grande partie de notre boulot, c'est de faire entre guillemets le tri, et c'est de faire une sélection des projets qui nous ont plu. C'est vrai qu'on voit toujours la partie émergée de l'iceberg, c'est qu'on voit les sujets qu'on a essayé de traiter, et on ne voit pas la très grande majorité des sujets qu'on a essayé de ne pas traiter, parce que des marques, il y en a des milliers, des produits, il y en a des millions, et donc chaque jour on fait des choix, et on voit forcément l'historique sur ces marques, on voit des projets qu'on trouve intéressants, et on voit au bout de 2-3 ans que la marque elle n'existe plus. Il y a une énorme difficulté, c'est vrai que de passer de cette campagne de financement participatif où on met beaucoup d'énergie pour développer un ou deux produits, au fait de faire perdurer après une marque, parce qu'après on va développer d'autres produits, donc ça amène des problématiques de recrutement, de management, de financement, et on rentre dans une autre dimension. Et là, déjà, tu as parlé de 4 ans, déjà, vous commencez presque à être une marque mature. Parce que vous avez passé cette étape des 2-3 ans où réussir une campagne de financement participatif, c'est bien, mais c'est que le début. C'est que le début d'une aventure, parce qu'après, il faut réussir à se renouveler tous les ans, toutes les saisons. Ça dépend de sa logique, mais bon, globalement, c'est ça. Toutes les saisons, faut faire évoluer son produit, il faut trouver de nouveaux fournisseurs, il faut arriver à financer sa production. Et donc, ça devient une logique d'entreprise qui fait que beaucoup de marques, peut-être la moitié, alors j'entends souvent le chiffre, je ne le vérifie pas, mais nous, c'est vrai que quand on regarde nos historiques d'articles, on se rend compte que plein de marques n'existent plus au bout de 3 ans. C'est très compliqué. Enfin, c'est plus facile effectivement de la lancer, mais après ça ne change rien au fait qu'il faut faire perdurer la marque et que c'est l'avant et l'après crowdfunding qui est extrêmement différent. Lancer une campagne, la faire fonctionner, beaucoup y arrivent aujourd'hui, mais effectivement après de faire perdurer et de rentrer dans une autre logique, ça c'est beaucoup plus compliqué. Je vais revenir sur tout ce qui est mode masculine. Vous avez lancé un service premium personal shopper avec Dress Me Up. Alors, est-ce que c'est officiellement lancé? Est-ce qu'on peut déjà en parler ou pas? Je crois que vous avez commencé à communiquer dessus. Tu peux nous en dire plus? On a commencé à communiquer dessus au mois de septembre. C'est un projet qui est très ancien et qui est dans les cartons comme pas mal de projets. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, mais ça part d'un constat qui est simple, c'est qu'on pose des questions tous les jours. Ça aussi, c'est une partie qui n'est pas forcément visible, parce qu'on voit juste les commentaires, mais on ne voit pas tous les messages qu'on peut recevoir par mail, qu'on peut recevoir sur Facebook en direct, sur Instagram en direct. Et donc tous les jours, on répond à des questions. Alors il y en a qui sont relativement simples, j'hésite entre 2 paires de chaussures, tiens, moi, je te recommanderais plutôt celle-ci pour tel usage. Et puis il y a des questions du genre, voilà, je me marie dans 3 mois, vous avez des conseils? On a des conseils. C'est difficile de répondre en 2 lignes sur Instagram. Et surtout que tu dois avoir pas mal de demandes en plus. Oui. Et puis, c'est vrai que souvent on s'est dit, on a des conseils, je sais pas, il faudrait qu'on s'appelle, qu'on en discute pendant 1 heure, mais forcément, je n'ai pas forcément 1 heure à consacrer à toutes les demandes, et puis les rédacteurs non plus, parce que son rôle, le rédacteur, c'est quand même de rédiger des articles, et puis les qualités que ça demande, c'est pas forcément les qualités que demanderait, parce qu'il correspond plutôt à un personal shopper, et c'est pour ça que le projet était dans un carton depuis assez longtemps, et puis on s'est toujours dit, c'est difficile à développer en interne, mais c'est aussi difficile de le faire en externe, parce que confier ça à quelqu'un, mais il faut aussi que ce soit cohérent par rapport à Comme un camion. Il faut que ça nous corresponde en termes de recommandations, d'univers de marque. Et c'est en discutant avec Yves qui suivait Comme un camion depuis assez longtemps qu'on s'est dit qu'au final, on était assez alignés dans nos recommandations. C'est pas assez d'ailleurs, on était alignés sur nos recommandations et on s'est dit, oui, allez. La réflexion est née pendant le 2e confinement. On avait un peu plus de temps et on s'est dit, allez,
testons le service. Effectivement, c'est pertinent. D'autant plus que à ce moment-là, on ne pouvait plus aller en boutique, que la visio s'imposait à tous et qu'on ne pouvait pas lancer un service de personal shopping lié à une ville parce que, comme un camion, même si nous, géographiquement, on est basé à Rennes, nos lecteurs, ils sont partout. Ouais. Ils sont très majoritairement à Paris et puis ils sont à Bordeaux, ils sont à Lyon, donc on n'allait pas lancer un service de personal shopping. Dans toutes les villes, trop Donc, compliqué. pour le coup, le lancer en ligne, ça avait du sens. Donc on est au tout début du projet, Ouais. mais en tout cas, c'est la concrétisation de ça, de se dire, OK, pour certains, eh ben, on vous propose ça. Et c'est aussi une discussion que j'ai eue tout simplement avec des amis qui me disaient, voilà, t'aurais pas des recommandations moi, je cherche les polos, je voudrais savoir comment je m'habille pour le boulot. Je sais que tu fais des articles, mais moi j'ai pas le temps de les lire, tes articles. Voilà. Et donc c'est dédié aussi à tous ces gens. Si on a le temps, il y a quelqu'un qui se marie, bah oui, il a la possibilité. S'il veut, il peut lire tous nos articles, tous les forums, il peut regarder tout YouTube, mais la plupart, ils n'ont absolument pas le temps. Donc nous, et ce puis service, ils veulent un conseil personnalisé. ils veulent un service. Voilà. Donc ils vont sur un comme un camion, ils réservent un créneau, c'est quoi? C'est 1 heure de créneau? C'est 1 heure, parce qu'on a simplifié au final, on s'est dit on va faire un premier rendez-vous de découverte où effectivement ça prend au moins 1 heure parce qu'il faut discuter, il faut découvrir la personne, il faut comprendre ses attentes. Et en fonction de son besoin, elle peut redemander un suivi où là ça dure qu'une demi-heure. Voilà, typiquement pour du mariage, c'est présenter le projet, je me marie en juin prochain, je me marie à tel endroit. Voilà ce à quoi j'ai pensé pour l'instant, ou alors je suis complètement perdu, je ne sais pas du tout par où commencer. Où il y a tel code couleur, il faut que je respecte. Voilà, c'est parler de ce code couleur, si réellement il a un intérêt sur ce projet de mariage. Et le rendez-vous de suivi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon ben voilà, j'ai fait par exemple 2-3 adresses pour le costume. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je parle là-dessus? Et sur chaque étape, en fait, c'est la possibilité. Soit en 1 heure, il y a eu toutes les infos, il n'y avait pas besoin. Soit, effectivement, aux différentes étapes, le choix de la chemise, des accessoires, des chaussures, il ressent le besoin d'appeler. Et voilà, c'est la possibilité de se dire qu'au-delà du costume, à un moment, il puisse rappeler, bon, alors les chaussures, je fais quoi? J'hésite. Voilà. Donc on l'a conçu comme ça. Okay. Aujourd'hui, c'est surtout des rendez-vous sur les bases du dressing, mais c'est sans doute lié à la saisonnalité. Je pense que ça changera en janvier, on aura plus de demandes il y aura plus sur le mariage, en période de mariage, quoi. Mais c'est une offre premium pour tous ces gens, comme ils l'ont exprimé, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le temps, et pour qui, c'est un super service de se dire en 1 heure, pour 50 €, moi je gagne vachement de temps, il y a un mec dont c'est le métier qui va me donner un maximum d'infos. Et bien justement, on va tester ça, le personal shopper, avec un petit jeu. On va faire, là j'ai mon ordinateur avec quelques photos de personnalité, donc nous on les mettra sur la vidéo, donc ils verront la photo en même temps que tu commentes. Donc là, on va commencer par une photo de Guillaume Canet. Donc, admettons, c'est Guillaume Canet qui fait du personal shopper avec... ce que je ne suis pas, d'ailleurs. Je me prête à l'exercice, mais comme je dis concrètement... C'est Yves, de Dress qui le fait pour vous et qu'on connaît bien, puisque c'est lui qui réalise nos shootings lookbook. Alors, à premier abord, en tout cas, je dirais qu'il a son éternelle silhouette d'ado, même si Guillaume Canet, je crois qu'il doit avoir 50 ans, ou en tout cas pas loin, mais c'est vrai qu'on voit là-dessus, on a l'impression qu'il est toujours en ado. Bon, après, c'est efficace, jean légèrement délavé, basket blanche, polo gris, veste en cuir. À la cool, mais tel qu'il a toujours été, l'impression qu'il change pas, Guillaume Canet. C'est toujours le même, et je trouve que ça s'exprime bien à travers sa tenue. On dirait que c'est toujours le même. Voilà, franchement, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il allait avoir 50 ans. Et, on dirait pas. Et c'est l'importance, je trouve, pour le coup, justement, aussi de la manière de se vêtir. En quoi on peut exprimer des choses. Là, on exprime son éternelle jeunesse, son dynamisme, sa simplicité. Je crois que ça lui correspond bien aussi. Et que ça corresponde à soi. Donc... Ça lui correspond, ouais. Donc toi, là, tu lui dirais pas forcément de mettre, je sais pas moi, un blazer, une chemise ou un... Pour toi, il faut qu'il reste... Je connais pas le contexte de cette photo. Je n'ai pas l'impression que Marion Cotillard soit habillée aussi de manière très formelle, donc je pense pas que c'était pas la cérémonie des Oscars. C'était pas Cannes a priori. Mais je trouve par rapport à ce que je connais du personnage que ça lui correspond bien, et ça c'est important. C'est cohérent avec la personnalité. D'accord. Et donc deuxième photo.
Ça va être la photo de Gérard Jugnot, donc là une autre génération. Autre génération. Donc là on est sur un style différent. Là il y a les coups de Gérard aussi. Hein. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est un peu trop ample tout ça, mais voilà, j'ai l'impression que le pantalon fait ample, la chemise est un peu ample. Pas très affûté comme la mode d'aujourd'hui. Ouais, il y a un peu trop de largeur sur tout. Ouais. Si, on revient sur des coupes oversize, mais peut-être pas sur tout, quoi. Il y a l'impression qu'il y a de l'oversize un petit peu sur tout, mais bon, après, Gérard Jugnot, on l'attend pas forcément sur la mode, hein. Ça reste un personnage sympathique, quelle que soit la manière dont il s'habille, mais effectivement, je trouve que c'est un peu trop ample tout ça. Ça marche, merci pour l'exercice. Est-ce que, de manière générale, est-ce que toi, tu as pu, avec l'expérience que tu as maintenant liée à la mode masculine, déceler des choses où c'est impossible, genre je sais pas, par exemple veste en jean avec un jean par exemple, ça souvent on entend bah non ça c'est pas possible, ou d'avoir deux bleus différents. Est-ce que tu as juste des petits conseils comme ça, des choses où bon ça globalement t'as pas besoin de personal shopper pour savoir que ça fait pas? Le principal défaut, c'est vrai que plus j'ai évolué dans ce milieu, plus forcément, tu disais, je regardais les gens, je regarde leurs chaussures, des formations professionnelles. Bon, de la même manière, je regarde les gens. Et ce que je constate très souvent, c'est qu'on ne choisit pas la bonne taille. Chez les mecs, il y a un réel problème de taille. Hein. On se voit tous plus large qu'on ne l'est, on veut tous être plus large. Et alors j'ai fait quelques exercices de personal shopping, c'est vrai que je l'ai fait, et ça m'a conforté hein, dans l'idée que le mec systématiquement veut porter une taille de plus. Il fait du S, il veut faire du M, il fait du L, il met du XL. Et ça va pas du tout. En fait, ça va pas du tout. T'as les manches qui tombent là. Tu sais, la couture qui est censée tomber là, elle tombe là, sur les blazers, sur des blousons. Et au final, c'est loupé. T'as un style mou. Ça, je trouve, c'est le principal défaut. Je pense qu'on déjà on progresse vachement en ayant conscience de quel est le vêtement qui est à ma taille. Voilà. Je pense que c'est au moins la première. S'il doit y avoir au moins une règle, c'est de prendre quelque chose qui est à sa taille. Et que ce soit pour un blazer, un blouson, enfin, l'exemple que je donnais, un pantalon, un jean qui n'est pas à la taille. Ouais. Et c'est vrai que c'est dur de savoir ce qui est à sa taille ou pas quand on n'a pas l'habitude de faire les essais. C'est pour ça que souvent il y a le cliché où l'homme va avec sa copine pour se faire conseiller parce que il n'arrive pas à voir devant un miroir si ça lui va ou pas. Après, pour autant, il y a un peu la mode en ce moment, alors plus sur le streetwear, du un peu large, style skater, etc. Ouais. Et qui pourtant est stylé. Mais c'est la coupe du vêtement qui est comme ça. C'est la coupe du vêtement qui est oversize. C'est pas pour autant qu'il faut prendre n'importe quelle taille. On fait du S, je prends du XL, c'est du oversize. Non. On prend néanmoins le sweat en S, mais avec sa coupe oversize. C'est la coupe qui crée ça. C'est pas parce qu'on a pris une taille au hasard. Après des règles. Des règles, évidemment, il y en a, et je dirais qu'on qu'on débute un petit peu, qu'on manque un petit peu d'assurance sur ses choix, effectivement, il vaut mieux se conformer à ces règles. Et puis au fur et à mesure qu'on s'affirme dans son style, on y fait de moins en moins attention, et on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent fonctionner. Mais au début, on ne prend pas trop de risques. De toute façon, la plupart ne prennent pas trop de risques, hein, c'est sûr. On reste sur des tons de bleu, de green, de marron. On tente pas mais surtout, de choses. Tu vois, ça, surtout en France, nous, on commence à exporter de plus en plus. On est présent maintenant dans une dizaine de pays, zone germanophone par exemple. Et ces pays-là osent beaucoup plus, alors que ce soit les hommes ou les femmes, en termes de couleurs, etc. Et les coloris qu'on va vendre en France ne vont pas être forcément les mêmes qu'en Allemagne. En France, on se dit pays de la mode, mais en fait, on est tous habillés pareil, on prend tous pas de risques. Nous, dans les chaussures, on demande tout le temps des basiques, du bleu marine, du noir ou du gris. Et il y a un peu moins de coloris, un peu plus chez les femmes que chez les hommes quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Très classique. C'est très classique. Ça, ce qui a un peu conditionné notre positionnement, ça reste quand même nous, notre but, c'est quand même une majorité d'hommes. Et c'est avoir une proposition où vraiment de manière très graduelle, on va proposer un peu d'originalité. C'est assez représentatif, on a un sujet qui fonctionne super bien. Chaque saison, c'est 10 looks de base pour l'automne, pour l'hiver, parce qu'on va avoir cette proposition
qui correspond à l'attente des hommes, ou on va mettre une petite originalité de manière graduelle, parce que c'est la réalité du marché français. On sait très bien que les Anglais sont beaucoup plus excentriques dans la manière de s'habiller, que les Italiens vont être beaucoup plus originaux dans leur choix de motifs, de couleurs, mais les Français, non. C'est vrai qu'on est très classique à ce niveau-là, donc on essaie de le faire de manière graduelle, notamment à travers l'article La Tendance qu'on fait chaque saison. On fait une revue de tendance, c'est un gros sujet où la tendance, il y en a plein, donc nous on en sélectionne 5 et on le sélectionne pour le quotidien où le discours en gros c'est qu'on va garder 80% de base de sa garde-robe avec ses jeans bruts, ses baskets blanches, son sweat gris, son t-shirt blanc, ça c'est notre base. Et puis on va regarder la tendance en se disant tiens oui, dans cette tendance je vais prendre une pièce un petit peu plus tendance pour qu'on soit quand même pas tous habillés pareil, et ça permet aussi quand même d'exprimer quelque chose, de sortir un petit peu quand même de ces des tenues de base. Tenue de base c'est bien pour débuter, et puis au fur et à mesure qu'on s'affirme, on peut une touche un peu plus fun. On peut apporter une touche un peu plus fun dans un choix de matière, de motifs, de couleurs, dans une coupe, une coupe oversize. C'est pas total oversize, mais d'avoir un sweat. On essaye de trouver ce juste équilibre, parce que du basique, c'est un peu chiant quand même. C'est bien, ça rassure, mais c'est quand même un peu chiant. Donc nous-mêmes, dans le contenu, on fait en sorte que, il y a beaucoup de basiques, mais il n'y a pas que ça. On n'est pas contre la tendance non plus. Il y a 80% de notre garde-robe, évidemment, doit être constitué de basiques, mais c'est bien aussi d'avoir des pièces un peu fortes aussi de temps en temps. Ok, très bien. On va terminer avec un sujet qui nous concerne directement, c'est la mode éthique. On disait qu'il y a de plus en plus de marques aujourd'hui. La plupart aujourd'hui se lancent sur des valeurs éco-responsables, Equita, Made in France, etc. Toi, tu as forcément vu l'arrivée de ces nouvelles marques. Qu'est-ce que toi, tu penses de la mode éthique dans sa globalité et comment, comme un camion, arrive à travailler avec ces nouvelles marques? Pour moi, c'est depuis le début. Je pense que depuis 2004, il y avait des modes éthiques, des marques de mode éthique. Je me suis toujours intéressé. Au fur et à mesure, j'ai découvert la difficulté, parce que c'est vrai que lorsque tu veux éthique, c'est une exigence. C'est une exigence à tous les niveaux. C'est une exigence dans la sélection des matières, dans la recherche de fournisseurs. Quand on parle du Made in France, Made in Europe ou... c'est une exigence. Made in France, par exemple, c'est une exigence très forte. On s'impose une contrainte. C'est vraiment pas simple parce qu'il y a plein de métiers qui ont disparu. Et on est en recherche permanente de fournisseurs. On en a trouvé un. Malheureusement, l'atelier, il ferme le mois d'après. Marché assez haut de gamme. Marché assez haut de gamme, c'est vraiment une grosse exigence. Donc nous, on en parle depuis toujours. L'intérêt en public est quand même un peu plus récent que ça, c'est vrai et on essaie de leur faire comprendre aussi. C'est vrai que les personnes vont exprimer un intérêt beaucoup plus important depuis quelques années. Ils veulent comprendre comment c'est fait, pourquoi on a fait ces choix en termes de matière, où c'est fait. Mais on leur explique aussi la cohérence par rapport au prix. C'est que parfois ils ont des souhaits mais qui sont pas cohérents avec le prix. Ça, on a souvent ça. On essaie. Nous, on explique beaucoup de choses à ce niveau-là. On essaie de leur faire comprendre, leur dire oui, mais alors si tu veux un produit qui se va fabriquer dans cette matière en France avec cette qualité, ton produit il vaut 250. C'est pas ton budget apparemment. On peut pas tout exiger. Si ton budget est de 100 €, tu peux pas exiger ça. Donc on leur fait comprendre. Il y a beaucoup de pédagogie là-dessus. C'est que ça a un coût, tout ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un intérêt. Depuis 10 ans, par rapport au premier sujet qu'on faisait là-dessus, l'intérêt est beaucoup plus important. Et nous, par rapport à ça, même si on s'y est toujours intéressé, il y a notamment été une réflexion de me dire, je ne vais pas parler que de ça. Parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt que parler qu'à des personnes qui sont déjà convaincues. En fait, on va limiter la visibilité qu'on pourrait donner à ce genre d'initiative. En fait, en conservant un positionnement assez large et en faisant des choix qui peuvent paraître pas toujours cohérents parce qu'on ne parle pas que de marketing, mais en attendant, ça permet de s'adresser à tout le monde, chacun en son temps, parce qu'effectivement, on peut avoir
On peut avoir des souhaits de quelque chose de plus éthique à 20 ans, mais on n'a pas forcément les moyens. Et on n'a pas forcément le budget qui correspond à ce pull fabriqué 100% dans une belle laine en France. Il vaut 250 €, donc on n'a pas les moyens. Mais en tout cas, on y est sensibilisé fur et à mesure. Et ce qu'on voit depuis 10 ans, effectivement, ouais, c'est beaucoup plus exprimé. On est beaucoup plus intéressé, on demande beaucoup plus de transparence des marques. Hein. Ouais. La fiche produit d'une marque a énormément évolué. Avant, il y avait 2 lignes et aujourd'hui, nous, on sourit quand on voit ça. Je me dis, mais rien, il n'y a aucune info. Mais c'est fait comment? Pourquoi c'est fait ça? C'est fait où? Aujourd'hui, la norme est très différente. On a envie d'avoir des infos et comprendre, bien comprendre les problématiques sur la fabrication. C'est vrai qu'on est presque rentré dans le cliché. On ne va pas rentrer non plus de dire bah non, tout ce qui est fait en France, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux aussi. Il y a des savoir-faire. Il ne faut pas raisonner que comme ça. Ce qu'on leur expliqué aussi, hein, c'est notamment ce qu'on a pu caricaturer sur l'Asie. Où c'est devenu parfois synonyme de mauvaise qualité. Et je leur dis, bah, pas forcément. En fait, s'il y en a, ils produisent dans le monde entier depuis 20 ans. Et en fait, il y a des machines, des savoir-faire parfois qui sont plus importants maintenant dans ces pays que chez nous. Donc, il ne faut pas être aveugle non plus sur ces problématiques. Ouais. Sur les problématiques de carbone aussi, on peut se dire, ah oui, mais ça vient d'Asie, donc forcément, l'empreinte carbone est plus importante. En fait, c'est pas si évident que ça. Parce que j'explique aussi à certains, quand on va marquer Made in Europe sur une étiquette, ça vient de Roumanie. Ouais. C'est quoi l'empreinte carbone d'un pull qui a été fabriqué en Roumanie, qui est arrivé en camion en France, versus un container qui est parti d'Asie? Et en fait, le bilan, il n'est pas si évident que ça, hein, loin de là. Bah, nous, on a fait notre premier bilan carbone et justement, on a eu des éléments de réponse là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, notre bilan carbone, il est constitué à 58% de la matière première, donc d'où le fait de faire de la matière recyclée plutôt que de créer de la nouvelle matière première, encore plus quand c'est des dérivés pétrole type polyester. Et alors que le transport représente qu'une part infime, on est, je crois, de mémoire à 11% sur la partie transport, au sens large, c'est-à-dire importation et conteneurs. Et sur ces 11%, l'importation ne représente que 2 ou 3%, quand la partie livraison en camion, et notamment tout ce qui est e-commerce du dernier kilomètre, le Colissimo, ça a un impact phénoménal. Donc effectivement, alors l'impact carbone n'est pas que le transport, mais en tout cas sur la partie transport, un conteneur ramené à la paire, ça n'a pas plus d'impact carbone qu'un camion qui arriverait de Roumanie, de Pologne ou du Portugal. Ça, je pense, c'est fait partie aussi de... Donc maintenant que les marques sont de plus en plus transparentes, ça va permettre aussi de donner plus d'infos au consommateur qui est perdu face à tout ça. Enfin, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident comme problématique. Nous, on essaye de le donner des informations via nos newsletters, notre site, etc. pour aussi sensibiliser les gens sur tout ça. Et après, chacun fait son propre choix avec ses propres valeurs. Mais qu'on ait les bonnes infos. Et ça, effectivement, ça passe par la transparence, les étiquettes, les fiches produits qui sont de plus en plus complètes. Et avec le temps, on saura aussi déchiffrer ce qui relève du greenwashing et ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a aussi une grosse tendance au greenwashing ces derniers temps. Ça a toujours existé, c'est sûr. Donc, je crois qu'il y a aussi des normes qui vont être passées au niveau européen sur tout ça. Donc, à mon avis, ça a pas mal évolué. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont créées. Il va y en avoir encore beaucoup. Et là, on va commencer à arriver dans un niveau, à mon avis, de normalisation pour éviter toutes les déviances. Et c'est vrai que c'est complexe. C'est vraiment complexe. Hein. Je sais que par exemple l'utilisation de matières recyclées, c'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre. C'est que c'est vrai que d'un point de vue consommateur, on se dit c'est recyclé, donc ça devrait être moins cher. Ouais. Erreur. Hein. Aujourd'hui, non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ça coûte plus cher de matières recyclées. Ça basculera peut-être un jour, mais aujourd'hui, pas le cas. C'est une matière. Nous, on l'a payé 3 fois plus cher, la matière recyclée que la matière non recyclée. Effectivement, ça changera peut-être, comme tu dis, si ça se démocratise encore davantage. Que ça devient, j'espère même, une norme, et peut-être qu'on reviendra sur des prix plus accessibles et que justement la mode éthique aussi, c'est ça le but, qu'elle devienne accessible à tout le monde. Tu disais, tout le monde n'a pas le budget pour un pull Made in France à 250 €. Donc c'est aussi nous notre souhait avec Engo de faire, alors on produit au Vietnam mais de manière équitable avec de l'artisanat, etc. Donc c'est une autre façon de faire.
et qui nous permet d'avoir des baskets autour de 100, 110 euros, ce qui se rapproche un peu plus, qui n'est pas forcément encore une fois accessible pour tout le monde, hein, mais qui se rapproche un peu plus d'un prix grand public et permet de chausser des personnes avec des valeurs des engagements qu'ils respectent et sans mettre des fois 250 euros. Voilà. Donc nous, c'était aussi une logique de marché où on ne se voyait pas aller, par exemple, sur le Made in France et faire accéder à un marché qui n'est pas le nôtre et qui ne correspond pas à nous personnellement, Ronan et moi, quoi. Je vois le temps qui tourne, on va commencer à clôturer. Est-ce que tu as, pour finir, une anecdote, une actualité, un scoop à nous partager? Un scoop à partager. Pour le coup, je vais revenir sur le service de personal shopping parce que c'est vrai que c'est la nouveauté actuellement. J'ai pas d'autres scoops, si n'est qu'on va continuer à développer ça et voir effectivement si concrètement ça permet de répondre à ce lecteur, à ce copain qui n'a pas le temps, voilà, qui aime bien ce qu'on fait mais qui n'a pas le temps de lire ce qu'on fait et voir si effectivement il y a vraiment un intérêt à développer ça et à rendre ce service voilà, qui est différent de ce qu'on peut faire à travers un article. On comprend bien, ça prend du temps quand même de lire un article. Et bien moi, je trouve ce service intéressant. J'espère qu'on pourra, nous, en faire partie en tant que marque. Merci Serge pour ton temps et pour ces échanges. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on peut vous retrouver du coup comme un camion sur le blog. Sur le blog, et sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, voilà, sur l'ensemble des réseaux. Et merci Serge. À plus. Merci Gaël.